Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille, ici Clemzer pour cet épisode 26 du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Ah, allez, il allait sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois Mathilda, chanteuse, auteure, compositrice, interprète, qui sort de son premier été de festival et dévoile depuis le début de l'année sa série musicale, Hôtel Hilbert. Le principe du podcast est simple, j'invite des artistes pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Et comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de musique, mais de cinéma, et son rapport à celui-ci. Bonne écoute. Bienvenue Mathilda. Merci. Comment tu vas ? Ça va, merci, et toi ? Ça va très bien. Tu es pas trop fatiguée là ? Tu sors de ta première tournée de festival ? Je suis ravie surtout. Je suis trop reconnaissante d'avoir pu passer ce premier été de date. C'était vraiment... ça nous a vraiment réchauffé les cœurs de rencontrer les gens enfin pour la première fois. Tout ça, c'était très important. Parce que t'as jamais eu le retour public en live avant c'est ça. On est beaucoup des petits rats de studio, tu vois, à très peu voir la lumière du jour, donc encore moins les humains à l'extérieur. Ouais. Donc c'était chouette de les rencontrer. T'as fait beaucoup de premières parties. Ouais. Et même là, t'as quand même réussi à sentir l'amour quand t'es pas attendu. Oui, c'est sûr que c'est compliqué toujours les premières parties, mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'ouvrir pour des artistes comme Jean-Louis Aubert ou Oshi, où les publics sont très bienveillants, très attentifs. Donc franchement, trop de chance. Trop bien. Trop bien. Là c'était ma petite présentation, mais attention, on n'est pas là pour parler de ça. Non. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre art qui te tient particulièrement à cœur, c'est le cinéma. Tout à fait. Donc, il y a eu pas mal d'interviews où tu en as parlé. Donc, je vais un peu reprendre à tes débuts, tes débuts de vie, ta jeunesse quand tu étais enfant. Toi, tu as eu très tôt accès à des festivals de cinéma, des événements un peu comme ça. Mais je veux vraiment aller encore plus avant. Genre, c'est quoi les premiers films que tu as vus, que t'ont montré tes parents ? Est-ce que tes parents, ils étaient très tôt à t'éduquer sur ça ? Ouais, alors ma maman est, je pense, la plus grande cinéphile que je connaisse, sincèrement. Je pense qu'elle a vu tout ce qui sort au cinéma à chaque fois, toutes les plateformes, Netflix, MyCanal, tout. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir en allant très très jeune au cinéma, entre 1 à 2 fois par semaine. Il n'y avait vraiment pas une semaine où j'allais pas au cinéma. Ah oui. Ouais, c'était vraiment une sortie classique, voire presque, pas du tout... obligatoire, mais en tout cas, quand on l'a raté, c'était vraiment parce que soit quelqu'un était malade, ou enfin, tu vois, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, quoi. Et donc, c'est sûr que ça m'a permis de très jeune d'avoir un rapport à l'image très important dans l'imagination, dans la créativité, tout ça. Et je pense que le tout premier film que j'ai vu au cinéma, enfin en fait, je pense pas, je vais poser la question quand même. Apparemment, c'est Mulan que j'ai vu. Mulan. Donc, voilà. Donc le Disney, trop chouette. Et en même temps, à l'âge que tu avais, j'imagine logique Ouais. que ce soit pas la grande vadrouille. Non. J'espère. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes, hein, je sais, pour qui les parents étaient plus réfractaires sur les dessins animés, tout ça. Mais ouais, bah, je sais que mon copain, notamment, lui, on lui montrait les 400 coups et tout ça très jeune, et qu'il avait juste le droit de regarder les Miyazaki, mais pas de Disney, pas de tout ça. Toi, chez toi, les Disney, c'était un peu la base. Ouais, ça en faisait partie en tout cas. C'est vrai que je me souviens d'avoir eu... c'était une sorte de premier petit vidéoprojecteur pour les enfants, tu sais, où tu rentrais la cassette des 101 Dalmatiens et tu t'allongeais. Et du coup, au-dessus était projeté le dessin animé. Et donc, je regardais les 101 Dalmatiens en boucle, et Princesse Mononoke de Miyazaki aussi. Ils en pouvaient plus, mes parents. Vraiment. Ah, t'avais un truc un peu obsessionnel sur des films que t'aimais bien ? Ouais, complètement. Pas toi ? Si, bah après moi c'était juste Le Roi Lion. Le Roi Lion, ouais, c'est pas ça. mal aussi. Bah ouais. C'est vraiment la mort de Mufasa. Bah oui, non, c'est terrible de faire ça aux enfants. Bah ouais. Et moi je trouvais ça ouf qu'il meurt à chaque fois. C'est en fait. fou, ouais. Mais... oh non, c'est trop mignon. Tu sais, les cons, à chaque fois, on sait très bien que les gnous ils vont arriver en fait. Pourquoi tu vas en fait. C'est vrai que c'est... Ouais. Et donc quand t'allais au cinéma, est-ce que c'était le film que t'allais voir ou est-ce que même t'associais ça au moment ? Tu sais, genre, tu t'allais avec la famille, tu prenais la voiture, machin. Ouais, c'était vraiment c'était comme un peu un rendez-vous, en tout cas,
j'y suis allée beaucoup avec toute ma famille, mais c'est vraiment quelque chose dont je me souviens avec ma maman, parce que c'est quelque chose qu'on a poursuivi beaucoup, même quand j'étais adolescente, où ensuite j'ai fait un lycée cinéma lourd, option cinéma, tout ça. Et donc j'avais beaucoup de films à voir pour mes études, mais du coup je les regardais jamais sans ma maman et tout ça. Donc voilà, elle a une grande part de responsabilité dans ma cinéphilie. Ouais. Parce que toi, très tôt, donc là, je sais pas à quel point on se situe par rapport à Mulan, mais toi, tu vas vite au festival de Cannes. Oui, en fait, j'ai la chance aussi, du coup, la sœur de ma maman, ma tante, est programmatrice, directrice de l'événementiel au Palais des Festivals. Et donc, forcément, moi, je suis née à Cannes aussi. Et donc très vite, elle m'a accréditée. Je crois que c'est quand j'étais en 3e, la première fois que j'ai pu y aller. Et j'y suis allée avec elle, du coup, ma tante. Et c'était incroyable pour la jeune ado que j'étais, qui adorait les films, de découvrir le Festival de Cannes avec des yeux encore d'enfant quand même pour la première fois, et naïf, sans voir justement, tu vois, tout le côté aujourd'hui qu'on peut voir aussi un peu plus showbiz, tout ça, qui ne reflète pas forcément le cinéma, quoi, tu vois. Et mais moi, j'y allais vraiment en mode, comment ça, dans une même journée, on peut voir 4 films, c'est incroyable, vite, on court pour avoir les meilleures places, tout ça. Ça, c'était fou. Donc voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, avant même la musique, c'est le cinéma ta passion. Ouais, et je pense que le cinéma, si c'est aussi génial et que ça me touche autant, c'est justement aussi parce qu'il rassemble, c'est vraiment pour moi l'art suprême, parce qu'il rassemble tous les arts, tu vois, il y a autant du théâtre que de la littérature, que de la photographie, que de la peinture, que de la musique, évidemment. Donc c'est tellement complet. Tu te rappelles des premières musiques qui t'ont marqué dans les films ? Je pense au Miyazaki, donc les musiques de Joe Hisaishi, qui sont sublimissimes. Je me rappelle plus tard d'avoir adoré tous les David Lynch. Moi, je suis très très fan de David Lynch, et donc toutes les musiques faites par Badalamenti, qui est un compositeur regretté, mais qui était d'un génie assez fou pour l'image. Et puis après, même sur le cinéma nouvelle vague, tout ça, il y avait quand même aussi Georges Delerue, qui a fait notamment toute la musique aussi du Mépris, qui est sublime. Je pense au thème de Camille, qui est donc le personnage joué par Brigitte Bardot. Et ce thème-là, il m'a beaucoup inspirée, même pour aujourd'hui encore, l'Hôtel Hilbert, tout ça. Mais tu connaissais avant de t'intéresser à la musique ? Oui, bien sûr. C'est des trucs vers lesquels tu es revenu plus tard. Ouais, okay. Exactement. Ok. Mais c'est parce que toi, donc, t'es beaucoup avec ta maman, le cinéma, mais est-ce que tu te rappelles de la première claque que tu prends un peu de toi-même ? Parce que le truc que tu as beaucoup associé à quelqu'un qui te fait découvrir, de toute façon, quand on est enfant, c'est un peu obligé. Quoi. On prend les goûts de nos parents, c'est ce qu'ils veulent bien nous donner. Mais c'est quoi un peu... après, ça peut être plus tard, peut-être vers 16-17 ans, s'il y a un film où... Je pense... je me souviens qu'en termes de comment dire, de scénario, un des premiers films qui m'avait vraiment choquée, c'était Les Autres, avec Nicole Kidman. Je sais pas si tu as vu ce film. Je t'invite à le regarder, mais du coup je te dis rien, parce que le scénario est complètement fou et la fin est géniale. Je t'en dis pas plus. C'est un côté, c'est un twist. Ouais, vraiment. Et je me suis dit, ah waouh, on peut faire ça, c'est incroyable, tout ça. Et donc après, c'est vrai que j'aime beaucoup les films comme ça qui surprennent ou qui en tout cas sont aussi parfois presque des documentaires du réel, qui ne sont pas enjolivés. Je pense notamment à Amour de Michael Haneke, qui m'avait fait un petit peu qui est un film sur la fin de vie, avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, qui sont sublimes dedans, et qui m'avait fait un peu le même effet que la chanson Les Vieux de Jacques Brel, pour ce côté d'amour tragique de toute façon. C'est un film lent sur la fin de vie, avec voir l'autre partir avant soi, et est-ce qu'on l'accompagne, est-ce que c'est insupportable, c'est horriblement beau. Tu vois, je sais pas comment. En fait, toi t'aimes bien, j'ai l'impression aussi de ce que tu me dis, que t'aimes pas les films qui te prennent par la main. Non, pas trop. C'est vrai. Je sais pas si tu l'as vu récemment, ça m'a fait un peu ça, j'ai vu le film Life of Chuck. Non, je l'ai pas au vu. ciné.
Et c'est un film en 3 actes. Ok. Et en fait, dans le premier acte, il y a tout un truc où tu comprends rien. Ok. Deuxième et troisième acte, on t'explique chaque détail que tu n'avais pas compris. D'accord. Et je trouve que vraiment, on te dit ça, tu n'avais pas compris parce que c'était ça. Ok. En fait, on te laisse aucune liberté. Enfin, tu vois, Ah ouais. je trouve qu'on te prend vraiment C'était par la trop main. encadré. Ouais, c'est ça. En fait. D'accord. Okay. Et j'ai l'impression que toi, tu es plus dans l'autre team qui préfère quand tu te fais ta propre interprétation. Ouais, aussi, ouais, c'est sûr que j'aime bien. Ou alors, si jamais, comme tu dis, on me prend plus par la main, j'aime que ce soit pour une raison très précise et quelque chose d'éducatif, tu vois, ou par exemple, je pense à un autre film d'ailleurs que j'avais vu au Festival de Cannes qui avait eu la Palme, il me semble, je sais plus trop quand, en 2017-18 peut-être. C'est un film de Ken Loach qui s'appelle I, Daniel Blake sur comment dire, tout ce qui correspondrait nous un peu à Pôle emploi, où tu vois, même là récemment, il y a l'histoire de Souleymane qui a gagné aussi des Césars, tout ça. Et tu vois, c'est ce genre de films presque documentaires qui sont hyper importants, je trouve, pour montrer la vie des autres et ce qui se passe pour de vrai. Et là, on te prend par la main, mais on te prend par la main et c'est un peu parfois désagréable à regarder, mais c'est nécessaire, j'ai l'impression. Ouais, pour mettre la lumière sur quelque chose qui est méconnu. Bien sûr. Okay. Ouais. Et ça, c'est le style de film que tu préfères ou t'es encore ouverte un peu à beaucoup de styles différents? Ouais, non, après, franchement, j'aime beaucoup aussi les films qui font très attention à la photographie, donc à l'esthétisme visuel. Je pense récemment à un cinéaste grec qui s'appelle Yorgos Lanthimos, qui a fait Pauvre créature récemment, voilà, avec Emma Stone. Tu vois, là, c'est complètement fou. Mais l'image est sublimissime. Et d'ailleurs, de lui, il a également un autre film aussi avec Nicole Kidman que je recommande, qui s'appelle Mise à mort du cerf sacré, qui est horriblement génial aussi, où il y a toujours cette espèce d'humour noir, tragique, sarcastique. C'est hyper... il dénonce plein de choses de façon absurde, mais quand même humaine, mais c'est dérangeant. Ouais. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est toujours dans un esthétisme aux petits oignons. C'est très, très beau. Et tu analyses beaucoup les films quand tu les regardes? Ouais, du coup, oui. Ouais, parce que justement, je voulais parler de ça. Parce que toi, tu as fait beaucoup d'études. Le cinéma, tu disais le lycée et même les études supérieures. Ouais. Et à ce moment-là, tu en as bouffé. Ouais, oui. Tu as regardé beaucoup de films. Ouais. Bon, en fait, ce qui est quand même génial avec le cinéma, c'est que c'est un art encore très jeune. C'est que 1895, les frères Lumière d'ailleurs, voilà, avec l'arrivée du train en gare de La Ciotat, qui était le tout premier film projeté où en fait les gens ont eu hyper peur dans la salle parce qu'ils ont cru vraiment qu'il y avait un train qui leur fonçait dessus et tout le monde est sorti en courant. Et cette histoire est folle. Et puis après, voilà, tout ce qui s'est passé. Mais donc, c'est hyper... important, je trouve aussi l'histoire du cinéma parce que ça permet de comprendre aussi beaucoup de réalisateurs où on voit, je pense à des Quentin Tarantino, tout ça, qui sont très très fans d'histoire du cinéma et donc c'est plus facile de repérer un petit peu les références, même si parfois c'est quand même tarabiscoté tout ça, mais c'est... Puis il y a tellement de genres, enfin, je sais pas, je trouve ça fascinant. Mais le fait d'avoir vu énormément de films et dans un but d'études, ça n'a pas du tout entamé ta flamme du cinéma, quoi. Non. Il n'y a pas un côté un peu usine Non, parce que je trouve que c'est tellement personnel un film, tant que c'est encore fait par des humains et non pas par des IA, pitié. Ouais. Ça fait qu'à chaque fois, même... En fait, au pire, j'aime pas le film, tu vois, mais j'aime pas le cinéma, mais parce que je trouve que c'est quand même un art, en tout cas, tu vois, moi, adolescente, j'étais un peu un weird kid, et c'est un art qui m'a permis d'inventer des vies que j'aurais jamais, de rencontrer des gens que je rencontrerais probablement jamais, de voir des paysages que je verrais jamais. Enfin, c'est un champ des possibles infini qui devrait être préservé comme tout, parce que je crois que c'est trop important de voir des films. Mais justement, tu dis que tu étais une weird kid. Ouais. Mais parce que c'est vrai que c'est pas commun d'avoir cette passion-là très jeune. Ah ouais, tu penses? Parce que quand même, les gens, ils aiment bien aller au cinéma quand même, non? Ouais, mais j'ai l'impression que ça reste très... surtout quand t'es très jeune, c'est très les Marvel, c'est un côté très...
c'est un prolongement des dessins animés que tu peux regarder chez toi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et le fait de toi de beaucoup t'intéresser et tout, ça t'a un peu exclu Non, c'était plutôt juste que j'aimais vraiment l'art de manière générale. Okay. Et je m'y réfugiais beaucoup. Mais ça, je crois, comme beaucoup d'amis artistes, peut-être que toi aussi, de toute façon, pour faire les métiers qu'on fait, c'est forcément qu'on a 2-3 cases qui sont pas au top. Mais je sais pas, toi, t'as forcément eu aussi un truc pour se réfugier quelque part, non? Ouais, moi, en fait, le stand-up, c'est vraiment parce que j'étais moche. Ah bon? Ouais, j'étais moche et du coup, pour être un peu plus... en fait, c'est la façon de classifier les gens au collège, quoi. C'est si t'es beau, t'es avec les populaires. Et si t'es moche, t'es avec les pas populaires. Et moi, pour rentrer un peu dans le groupe des populaires, des blagues, quoi. Ah ouais? J'étais marrant et c'est comme ça que c'est né l'envie de faire de l'humour. Ok. Et c'était pour exister. Donc c'était un peu une carapace aussi, quelque part. Ouais, c'était ça. Okay. C'était ça pour essayer de parler à tout le monde. Ok. J'ai dit, bon, je vais pas compter sur mon physique, donc il va falloir que je sois cool. Bah écoute, et donc, c'est une bonne technique. Bah ouais, adapter l'humour à la personne, à ton interlocuteur et tout. Ça a été beaucoup ça. Trop bien. Bah écoute, bravo à toi. Bah, merci. Merci. Toi, j'ai vu, c'est notable que tu as une passion pour les actrices des années 60. Ouais. Passion qui est née finalement dans tes études de cinéma, j'imagine. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Et c'est quoi qui a fait... qu'est-ce qui t'attire dans ces actrices-là? Il y a des films qui t'ont donné cet amour aussi de cette époque? Ouais, je pense en fait surtout que c'est au-delà des films, c'est plutôt un lien qu'elles ont avec leur féminité qui m'a beaucoup surprise et touchée parce que c'était pas forcément ce qu'on voyait quand moi j'étais plus jeune ou au contraire. Enfin, ça pouvait aussi parfois être des images de femmes très sexualisées, même où tu vois dans les James Bond, tout ça, où c'est quand même toujours la femme. Enfin, tu vois, ça va jamais être quelqu'un avec une plastique peu conventionnelle qui joue le rôle de la James Bond girl ou quoi. Enfin, il y a toujours un côté très sexualisé, Catwoman, tout ça. Et en fait, elles avaient ce côté très sensuel, mais qui était une force et qui était presque comme un danger en fait pour les autres, d'être tellement elles-mêmes que c'était presque plus fort que tout autour, tu vois. Je sais que par exemple, il y a Almodovar que j'adore parce que notamment, ses personnages féminins sont toujours hyper élaborés, vraiment, c'est toujours des queens, quoi, tu vois. Mais un peu comme Miyazaki aussi, d'ailleurs, dans ses dessins animés, enfin, tout ça, c'est toujours des héroïnes qui sont hyper fortes et qui sont très intelligentes et qui sont pas sexualisées, tout ça. Et je trouvais ça très fascinant, en fait, juste aussi simplement comment, tu sais, la mode un peu de ces années-là, tout ça, ça me plaisait, quoi. Ouais, c'est un tout qui a Exactement. fait que tu t'es attaché à c'est ça. Époque. Justement, là, c'est un peu maintenant voir comment le cinéma impacte ton art. Toi, ça fait quoi, 6 ans un peu que tu t'es lancé dans la musique? Ouais. Ouais, plus ou moins, 6-7 ans. Ouais. Donc toi, c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est que tu as une musique, dès le départ, dès ton premier EP, Amore Sacro, qui est très cinématographique. C'est pas forcément pour mettre en valeur tout le temps ta voix, mais aussi tu laisses de la place aux productions, un côté très vaporeux, mystérieux par moments. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as réfléchi dès le début parce que tu étais inspiré par le cinéma ou c'était juste naturel? En fait, est-ce que c'était conscient? C'était dans ta manière de réfléchir? Je pense pas qu'au tout début, c'était conscient. Ensuite, ça l'est devenu parce que les gens me le disaient beaucoup. Et j'étais contente qu'on me dise ça parce qu'en effet, du coup, venant plutôt des études de cinéma, tout ça, et étant consommatrice aussi de musique de film, je me disais « Ah bah cool », parce que ça veut dire que... En fait, je le prenais comme... ça veut dire que quand on écoute la musique qu'on fait, on peut y voir des images. Et en fait, pour moi, ça, c'est super important. Et c'est vrai que moi-même, je suis consommatrice de musique. J'aime... pouvoir imaginer des choses sur les musiques que j'écoute, tout ça, que ça soit visuel en fait, en tout cas.
Et donc ensuite, oui, c'est sûr qu'on a un petit peu accentué clairement ce côté-là. Et comme moi, je n'ai pas de culture, en tout cas de solfège, etc., en musique, mais que par contre, les personnes avec qui je travaille en ont énormément. On travaille beaucoup comme ça, par image, où moi, je vais leur dire, voilà, écoute, imagine que cette scène, il se passe ça, tu vois. Et donc, ok, bon, bah, on va rajouter une grosse basse à tel moment, des tomes, des percus de film, tu vois, tout ça, donc d'orchestre. Donc c'est plutôt, oui, maintenant c'est peut-être un peu plus conscient. Mais tu disais que les musiques qui toi t'inspirent, c'est des musiques un peu dans ce style-là aussi. Ouais. T'as des artistes comme ça qui... Par exemple, je me souviens qu'adolescente, j'étais très fan de Woodkid, tu vois, parce que justement, c'était très, très visuel. Je trouvais ça génial de pouvoir amener la musique de cette manière-là. Et puis, il réalise ses clips et qui sont sublimes. Et vraiment, je trouvais qu'il avait un talent fou. Après, évidemment, comme plein d'adolescentes de mon âge, j'ai adoré Lana Del Rey. Et pour justement tout le côté aussi court-métrage qu'elle a porté avec ses musiques, tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais je veux faire pareil. Donc là, quand tu parles de Woodkid, j'ai l'impression que déjà, tu disséquais un peu ce qu'il faisait. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as toujours, quand tu écoutes. Est-ce que tu arrives encore, avec tout ce que tu as fait d'études de cinéma et même maintenant d'être dans la musique, tu arrives encore à écouter de manière passive un peu ou t'es vraiment... Franchement, je suis vraiment... c'est vrai que je me prends rarement des claques, quoi. Tu vois, mais c'est plus... On dirait que je suis hyper aigrie, dit comme ça. Mais peut-être que c'est un peu vrai, hein, je sais pas. Mais en fait, il y a tellement de trucs qui sortent et tout le monde peut sortir de la musique que parfois, parfois, je me dis « Ah, trop bien » et tout. C'est vrai que récemment, j'écoute beaucoup plus de rap, par exemple, tu vois, pour avoir bossé aussi un peu avec eux. Mais quoi qui t'a touché récemment ? Récemment, je trouve que tous les derniers opus de SCH, Julius, qui sont hyper cinématographiques, j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, trop cool. Évidemment, j'aime beaucoup Dinos. Franchement, j'aime beaucoup sur la nouvelle scène. J'aime beaucoup Runa, j'aime beaucoup Rally. Franchement, il y a plein de choses super qui se passent, je trouve, dans le rap, parce que justement, souvent, ils accompagnent quand même leurs propos de visuels très, très léchés, quoi. Je pense à PNL aussi, quand même, tu vois. Je trouve ça génial. Parce que dans la pop, pour moi, en France, à part Mylène Farmer et Woodkid, tu vois, mais c'est rare d'aller aussi loin dans les visuels. Voilà, je trouve ça cool, ceux qui le font. Ouais, mais toi, quand tu réalises... en fait, j'aimerais bien savoir ça va dans quel sens quand tu fais ta musique. Parce que je pense que c'est voulu, mais quand il y a tes clips qui sortent, tu vois, je regarde les commentaires, c'est toujours « Ah, ce clip est très lynchien ». Ça ressort un peu les références à chaque fois qui ressortent. Mais est-ce que c'est conscient de ta part de faire quelque chose dans cet état d'esprit de reprendre des codes d'un réalisateur, ou au contraire, c'est peut-être quelque chose qui... pas te saoule, mais tu vois, où tu te dis, j'aimerais bien qu'on se dise, c'est Mathildien. En fait. J'ai vraiment pas cette prétention-là, mais déjà, juste voir des trucs comme ça, à chaque fois, je me dis, ah ouais, trop bien, trop cool. Mais non, oui, bien sûr, je pense que ce sont des films, des réalisateurs ou réalisatrices qui m'ont tellement nourrie que c'est devenu un petit peu ça m'a beaucoup aidé, justement, les films de David Lynch, qui a aussi des personnages... aussi des personnages féminins très forts. Je sais que ça m'a beaucoup aidé à construire le personnage de Mathilda, qui est beaucoup plus mystérieuse, tout ça, que moi dans la vraie vie, tu vois, où c'est plus ce tatamat qu'autre chose. Mais voilà, donc oui, évidemment, je pense que selon les morceaux qu'on fait, de toute façon, il y a toujours une énorme préparation de moodboard, de découpage technique, etc. Et c'est vrai que, si je suis honnête, bien sûr que des David Lynch ou quoi se retrouvent très fréquemment dans mes moodboards, quoi, ça c'est certain. Après, si tu vois, comme tu parles de David Lynch, de ce que tu apprécies, de comment il place le personnage féminin, de ce que tu me disais avec Almodovar et tout, peut-être aussi dans ta manière de toi te positionner et de te mettre en avant de manière visuelle, ça a dû t'inspirer aussi. Parce que tu disais aussi dans une autre interview que tu regrettais parce que tu as été à un moment hyper sexualisée. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que tu prends en compte maintenant ou c'est... En fait,
Quand ça m'est arrivé, c'était avant même d'avoir des labels, etc., c'était beaucoup de choses qu'on me disait dans des rendez-vous pro de labels. Voilà, je citerai pas bien sûr les noms, tout ça, mais... Moi, je le ferai. Mais de toute façon, cette histoire, elle est commune à quasiment toutes les artistes féminines, hélas, dans la musique. Hein, mais c'est vrai qu'en fait, après, comme moi, j'aime bien quand même avoir un personnage très féminin dans la manière dont je vais m'habiller, comment je vais me maquiller, tout ça, que je me suis dit, tant pis, en fait, pareil. En fait, ces héroïnes-là, dans ces films-là, elles le sont, et c'est des bad bitch, tu vois. Donc, en fait, moi aussi, tu vois, genre... Et après, quand on voit, par exemple, même sur la scène actuelle, je pense à des Shai, tu vois, des filles comme ça, qui sont trop belles, trop fortes, et très sensualisées, tout ça. Mais en fait, Shai, t'as vraiment pas envie de l'emmerder quand même, hein, tu vois. Elle est là et elle est trop stylée. Franchement, moi, j'adore, je suis très fan. Ouais. Et donc, en fait, grâce à ce cinéma-là, grâce à ces femmes-là, je trouve que justement, ça ouvre la porte beaucoup pour normaliser, en fait, une femme qui a envie de s'habiller comme elle veut et d'être qui elle veut et de dire ce qu'elle veut aussi. C'est très important. Mais je trouve ça trop bien que tu puisses porter ce message-là, parce que je pense qu'avec ce que tu as vécu, il y en aurait qui se seraient habillés différemment, en se disant peut-être je regrette d'avoir fait ça dans tel clip parce que peut-être que j'ai envoyé le mauvais message et tout. Alors que toi, en fait, non, c'est pas parce que les autres comprennent mal le message que je l'ai mal passé. Ouais. C'est ça. Puis surtout, ce serait vraiment super triste de se rabaisser au premier commentaire négatif. On ferait pas très long feu si on faisait ça à chaque fois. Mais voilà. Mais toi, quand tu prépares... En fait, au moment de la création musicale, est-ce que toi, au moment où tu enregistres, au moment où tu fais la musique, tu as déjà les images en tête ? Ou alors c'est parfois, peut-être, tu vois un film et du coup, ça t'inspire une musique et ensuite, ça t'inspire un clip. C'est un peu quel est... Peut-être c'est différent à chaque fois. Hein. Même si tu as un exemple. Ouais. Là, récemment, tu as des sons... donc, tu as ta série Hôtel Hilbert qui sort, qui est vraiment très visuelle. Ouais. Tu as l'objectif à la fin de diffuser dans une grande salle le résultat final de la série Hôtel Hilbert. Ouais. Mais donc là, peut-être que l'approche, elle est différente parce que là, tu le vois vraiment comme une série. Mais même avant ça, ça a toujours été l'image au centre de la musique, où ça reste quand même d'abord la musique et ensuite on discute ce qu'on peut en faire. C'est intéressant ce que tu dis parce que en effet, c'est souvent... on va laisser une chanson vivre sans penser à l'image, bien sûr, mais c'est vrai que très rapidement, je peux pas m'empêcher d'avoir des images dessus. Et d'ailleurs, si j'ai pas d'image dessus, c'est que c'est très mauvais signe et qu'en général, la chanson, elle n'arrive pas aux oreilles des dames là-bas. C'est qu'elle n'a pas été sélectionnée, quoi. Mais voilà, et après, c'est vrai que là, dans le cadre de l'Hôtel Hilbert, disons qu'en tout cas... le cadre de cet hôtel infini, etc., donne un cadre, justement, mais une rigueur, en tout cas, à ce qui doit se passer dans la narration, tout ça. Mais ça reste bien évidemment libre d'interprétation et de scénario aussi, tant que on reste dans ce cadre de l'Hôtel Hilbert et que ça a du sens, en fait, dans le propos. Mais sinon, ouais, non, en général... La musique, l'image est importante. Mais l'Hôtel Hilbert, du coup, c'est quand même le projet actuellement que tu défends, donc c'est important d'en parler. Ouais. Tu as d'abord fait toutes les musiques en te disant, mais en fait, c'est incroyable, ça fait une série, ce truc. Tu avais ce projet de série et tu as essayé de l'habiller avec des sonorités qui représentent ce que tu voulais défendre. Alors, pour être honnête, on a toutes les musiques de l'Hôtel Hilbert, normalement. Et en fait, on les a classées en fait, par chapitre qui se suivent dans une suite narrative. Mais on a d'abord fait la sélection des chansons et ensuite on remanie un peu le scénario autour, l'histoire selon les sorties, etc. Mais par exemple, Est-ce que les autres s'aiment, là, qui est sur le chapitre 1, la partie dans la chapelle. Oh, quelle tendre peine, je déteste comme je t'aime. Oh, quelle tendre peine, je déteste comme je t'aime. Ne devait pas du tout... n'existait pas très peu de temps avant que le chapitre 1 sorte. Et en fait, comme on a bien aimé le titre et l'énergie que ça a rapporté aussi au chapitre 1, tout ça,
on l'a inclus très rapidement. Donc en fait, c'est ce qui est chouette aussi, c'est que pour le moment, tout n'est pas tourné. Pareil, je suis complètement honnête. Mais c'est aussi chouette parce que ça laisse une liberté justement pour aussi des nouveaux morceaux d'arriver par rapport aussi à ce qu'on peut voir par rapport au public, de ce qui touche les gens ou moins. D'avoir des nouveaux morceaux qui rejoignent l'aventure en cours de route, c'est assez marrant parce qu'on se dit peut-être pour le chapitre 3 celle-là serait pas mal, voilà, donc c'est drôle. Là c'est vraiment objectif tout mettre en image, quoi. Il n'y a pas de musique qui sera dans un bonus d'album et non et c'est les équipes en peuvent plus mais et non et c'est ok. Ouais, tu as tout à fait le droit. merci. Mais parce que toi c'est pas du tout ton premier essai en termes d'actrice, puisque au final c'est un autre métier que tu intègres à la musique. Ouais. Mais tes premiers clips, donc ça date d'il y a quelques années, et c'est un autre métier en vrai par rapport à la musique. Ouais. Tu te rappelles un peu, est-ce que c'était... En fait, c'est quoi le ressenti sur ton premier tournage en fait? Énormément de gêne, une envie de disparaître rapidement. Ah ouais. Franchement, en fait, c'est vrai que autant j'adore réaliser, inventer, écrire, tout ça, toutes les parties en fait qui sont derrière. Mais pour moi, ça a toujours... Enfin, je suis quand même quelqu'un d'assez introverti et ça a toujours été difficile de se montrer, donc d'accepter d'être vue aussi forcément. Pourtant, tu es dans tous tes clips. Pourtant, je suis dans tous mes clips, exactement. C'est quand même important pour toi de... J'ai hâte d'arriver à un stade, peut-être, si Dieu veut, on verra, mais où je n'ai plus besoin de le faire et qu'on mettra d'autres personnes à ma place, tu vois, parce que justement, je ne suis pas actrice et que je pense qu'à un moment donné aussi, des vraies personnes, tu vois, c'est super aussi de filmer d'autres choses ou d'avoir un petit rôle, mais plus minime, quoi. Parce qu'à force de faire des tournages, tu prends goût quand même à l'exercice. Franchement, oui, je suis plus à l'aise, mais c'est pas ma partie préférée. Ouais. Mais bon, c'est quand même marrant et je suis trop contente de le faire et je sais que c'est important parce que moi-même, pareil, pour l'identification du projet, de qui le porte, etc. Et c'est quand même un... Ouais, c'est important. Je pense à pareil, les artistes dont on parlait tout à l'heure se mettent eux aussi en scène, à part Woodkid. Et du coup, ça crée aussi tout un personnage. Et c'est ça que j'aime bien faire, par contre, dans ce métier-là, c'est la création d'un personnage qui est mieux que soi-même dans la vraie vie. Et ça, c'est assez drôle à imaginer, à jouer, à faire. Mais je pense pas que j'aurais une carrière d'actrice ou quoi que ce soit, mais... Okay, là, tu me grilles ma dernière partie. Ah, pardon. Non, c'est pas... Enfin, et de toute façon, on y reviendra, mais... Donc, c'est vraiment la partie réelle qui te plaît le plus, l'écriture. T'écris 100% de ce que tu fais? Complètement. Avec quelqu'un, non? Non, l'écriture, je fais toute seule. Ouais. T'arrives à écrire un rôle pour toi? Ouais. C'est d'être la plus dure, non? Ouais, en même temps, c'est bien aussi parce que du coup, je connais mes limites, donc c'est pratique C'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que par contre, c'est peut-être aussi un peu renfermant, parce que je sais pas si on dit renfermant. Si, au pire, c'est... Voilà. C'est passé. Parce que ça, c'est sûr qu'il y a peut-être des endroits, du coup, j'y m'aventurerais moins. Ouais. Mais après, franchement, plus ça va, honnêtement, plus je suis quand même à l'aise et contente de le faire. Mais c'est vrai que, encore une fois, comme je suis plutôt timide, tout ça, je suis pas très à l'aise en plus avec forcément ce corps qui sait pas trop quoi faire de soi. mais donc c'est... Mais tu prends quand même des cours de théâtre un peu de... Ah ouais, non, pas du tout. C'est vraiment... Peut-être que je devrais. Le terrain. Non, je sais pas. Moi, je vais dire que tu as dit qu'il faudrait que je fasse des cours de théâtre. Non, là, tu me le factures. Voilà. C'est à la prod. Super, merci. Moi, j'ai jamais fait de cours de stand-up non plus. C'est vrai? On fait des cours de stand-up? Il y en a qui font. Ah ouais? Après, ce que je regrette un peu, parce que moi, je trouve toujours que quelqu'un qui a fait des cours de stand-up, ça se voit. Ah ouais? Parce que c'est très... tu sais, comme lire un livre, quoi, ça te donne une façon de faire. Okay. En fait, chaque humoriste qui réussit, il réussit parce qu'il n'est pas comme les autres. Oui, je comprends. Et pour développer son truc à soi, c'est difficile quand tu commences à... En passant dans une école, ouais. En passant dans une école. Enfin, moi, je les vois, ils ont tous la même façon de délivrer la blague. De l'amener et tout, les mêmes thèmes. Ok, c'est intéressant, je savais même pas que ça existait des écoles de stand-up. Si, de plus en plus, comme c'est la mode, ils se disent il y a un billet à se faire. Okay. Mais c'est qui les profs? C'est
pour la plupart, c'est quand même des stand-uppers, donc ça va, ils ont une légitimité. Ouais, d'accord. Mais même, moi, je pense être un bon stand-upper, mais je pourrais pas forcément enseigner, quoi. Ok, oui, bah après, pas forcément... C'est un autre métier, hein, la pédagogie, que ton métier de base, donc... Exactement. Voilà. Mais donc toi, tu disais que tu te formes pas spécialement et tout, mais tu joues avec des acteurs. Donc, Ouais. C'est des amis, hein, surtout. Ah hein. ouais. Ok. Mais tu sens quand même que tu apprends un peu d'eux ou... Oui, bien sûr, notamment Kali, mon ami Kali, qui joue le personnage de Tony, le réceptionniste. Alors lui, il est quand même clairement un chanteur, hein, mais il a fait quand même des films, etc. Et puis il est très à l'aise avec le théâtre, l'improvisation, tout ça. Donc franchement, le fait de l'avoir, c'était super parce qu'il me mettait à la fois très à l'aise, parce qu'on se connaît extrêmement bien, et en même temps dans une rigueur même si évidemment qu'on a rigolé parce que quand même c'était drôle de le voir gominer les cheveux en arrière et dans son petit truc et tout. C'est pas sa vraie coupe. Okay. Non, vraiment, désolé. mais voilà, mais oui, le fait qu'il soit là, c'était à la fois rassurant et très aidant. C'est vrai. Ok. Mais en fait, toi, t'es toujours en équipe, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que tu vois, j'ai du mal à dire je me rends compte souvent dans les interviews, je dis on, même quand je parle de la partie musicale, et je me dis, les gens, ils vont se dire, dis donc, elle se on-noie. Je sais pas comment on dit. Mais non, c'est juste que c'est vrai que ça s'appelle Mathilda et que c'est moi qui viens de parler aujourd'hui et qui le porte, mais je suis très, très, très reconnaissante de tous les gens qui travaillent à tous les postes pour que ce projet ait lieu, parce que sans eux, rien, tu vois. Donc, voilà. Némir, à l'époque, en interview, il disait beaucoup... Il y avait une expression que j'aime bien et que je reprends souvent, c'est « on est un groupe qui dit pas son nom ». Ah, c'est bien ça. Ouais. J'aimais beaucoup cette expression. Et c'est vrai, on sent que... Mais toi, ce qui est beau, c'est que je trouve que tu l'aimes beaucoup en avant. C'est normal parce qu'ils font partie de moi, ils font partie du projet. Donc, c'est des gens qui m'ont aidé à être qui je voulais être, à faire ce que je voulais faire. Donc, encore une fois, moi, les artistes qui disent « ouais, j'ai tout fait tout seul et tout », en vrai de vrai, ça n'existe pas. C'est juste de la prétention et je trouve ça très bizarre d'ailleurs de vouloir s'accaparer comme ça tout un mérite de quelque chose, parce que tu peux faire plein de choses par toi-même déjà, et c'est ce que on fait tous aussi, nous, tu vois, on n'est pas beaucoup dans cette équipe, et donc on fait plein de métiers en un. Mais non, je suis pas du tout toute seule, ça c'est certain. Quoi. Mais t'aimes ce côté-là, même dans la création, de travailler en équipe. Carrément. Là, même, j'imagine, en tournée, t'étais avec des équipes à chaque fois. Bien sûr. Ouais, non, mais c'est pour ça. Non, moi, je suis hyper reconnaissante, et je pense que dans la musique, pour avoir eu d'autres expériences plus jeunes, je pense qu'au-delà même de la musique, et d'ailleurs, j'en parlais souvent justement avec des amis qui font du rap, mais c'est l'humain, le plus important, c'est l'entourage. Et c'est ce qui fait qu'un projet est sain ou pas aussi, quoi. Donc, je crois que les humains qui entourent, c'est primordial. Tu as vraiment trouvé des humains du coup, qui travaillent avec toi, qui ont la même, qui ont la même vision, qui arrivent à capter ce que tu as dans ta tête. Bah ouais. Il y en a 2 ici. Mais ouais, non, franchement, trop ravie. C'est hyper important, surtout quand on fait des projets comme ça où tu vois, Mathilde qui est là, je lui ai dit, écoute, j'aimerais qu'on fasse une série musicale, on va tout clipper. En fait, elle aurait pu me dire, mais t'es folle, on va jamais faire ça et tout. Et elle était trop contente. Donc du coup, c'est génial d'avoir des gens aussi fous que soi. Peut-être même plus parfois, c'est bien, ça tire vers le positif. Parce que comment tu fais, toi, pour transmettre ton idée? Tu fais des moodboards un peu Ouais. Ah ouais. Je passe ma vie sur Pinterest et Canva à faire 100 000 moodboards de tout enregistrer, des captures d'écran dans tous les sens et tout ça. Et ouais, carrément, chaque épisode, du coup, donc chanson des chapitres à venir, tout ça a déjà son moodboard de près. Et ça aide justement les équipes qui m'aident à réaliser tout ça pour trouver les meilleurs hôtels adéquats, pour trouver... les figurants qu'il faut, le stylisme qu'il faut, tout ça. Donc, c'est plein de petites fées comme ça et un travail d'équipe. Donc, trop bien. Trop de chance encore. C'est trop bien. Voilà. Moi, j'aime bien voir, c'est ce que j'appelle vraiment le pont entre les arts, quoi. Est-ce que, donc là, tout ce que tu fais au niveau acting, ça reste quand même pour le projet Mathilda. Ouais. Mais est-ce que toi, tu te verrais pour un réalisateur, si Almodovar
Là, mais là, tu me prends par les sentiments, Pedro, je ne peux rien te refuser. Est-ce que tu t'imaginerais, du coup, avoir ce jeu d'acteur? Donc, tu m'as dit que tu n'étais pas une actrice née, mais est-ce qu'il y a des projets qui pourraient t'intéresser quand même pour le faire au service d'autres personnes? Écoute, je pense que on peut jamais dire jamais, tu vois. Mais c'est plus que j'ai peur d'être très nulle et de gâcher le film, en fait, que de le faire concrètement. Mais après, tout s'apprend et tout se travaille, hein, comme pour tout. Donc, pourquoi pas? Mais je préférerais réaliser un film. Ah, donc à la réal, Ouais. à la réal, ça c'est un vrai projet. Ouais, j'aimerais bien quitter cette terre en ayant réalisé un film. Ok, donc vraiment là, sans parler de musique, vraiment un film qui ne serait pas pour le projet Mathilda. Non. Où Ok. on fera la musique, tout ça, mais peut-être quand je serai un peu plus vieille aussi. Ouais, Enfin, d'abord, avec l'expérience. voilà. C'est quoi le film que tu rêverais d'avoir réalisé? Oh, waouh. C'est dur, il y en a tellement. Il y en a vraiment tellement où, tu sais, à la fin, je me dis, oh, c'est incroyable, j'aurais adoré faire ce film. Ouais. Mais c'est vraiment super dur parce que dans plein de styles différents, il y a tellement de choses géniales. Dans ce de David Lynch, moi, je suis extrêmement fan de Elephant Man, qui est pour moi un des plus grands films qui a jamais été fait. Après, franchement, il y a... Je sais pas, là, ça me prend trop de cours parce que mon cerveau, il est à 100 000. Il est en mode, non, pas celui-là, non, plutôt celui-là. Ouais. Mais il y a trop de choses. Vraiment, c'est... Récemment, là, je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais peut-être que tu l'as vu, Parasite, de Bong Joon-ho. Incroyable. Ouais. Sublime. Ça, c'est vrai qu'il faut voir l'idée. Franchement, c'est fou. Et pareil, là, tu vois, je trouve que le scénario... la photographie, tout est là, quoi. Enfin, vraiment, ça, c'est un très grand film, quoi. Tu dis, les acteurs sont dingues. Tu sors de là et t'es en mode, bravo, monsieur. Ouais. Bravo, vraiment. Mais ça me fait penser à un truc, parce que tu as cité beaucoup de films un peu mystérieux, avec des scénarios très ficelés et tout. Mais est-ce que t'aimes rire au cinéma? Est-ce que j'aime rire au cinéma? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. Moi, j'ai vu Les Tuches. Hein. Ah ouais. Ok. Bien sûr. Non, ça après David Lynch. Évidemment. Non, mais pareil, mon petit frère est un fan inconditionnel des Simpsons, donc j'ai dû regarder tous les Simpsons avec lui parce que j'avais pas le choix plus jeune à la télé. Enfin, tu vois, tout ça aussi, c'est très drôle, c'est hyper bien fait. Ou même des séries type Desperate Housewives, tout ça, où c'est drôle aussi, tout ça. Enfin, vraiment, non, Bien sûr que l'humour au cinéma, mais je trouve ça très dur aussi, tu vois, d'avoir un bon film où vraiment... Après, il y a les OSS 117, tout ça, enfin voilà, où il y a beaucoup de... Enfin, ça devient même carrément des références de phrases pour toute une génération, tout ça. Mais ou même récemment, tous ce que Jonathan Cohen fait, c'est très, très drôle quand même, ouais. Mais voilà, mais c'est vrai qu'après... je crois que j'aime bien sortir d'un cinéma tu sais, le moment où t'arrêtes de parler. Je trouve ça fou comme sensation. Je trouve ça fou de sortir parce que tout ce que tu viens de vivre, de voir, c'était trop et que tu sais même pas quoi dire. Ouais. Ça me bouleverse, ouais. C'est vrai que c'est trop bien. Le moment où juste tu te digères un peu. Exactement. Comme quand t'as mangé un gros truc. C'est ça, ouais, exactement. Et c'est pour ça, dans les films aussi, pardon, je viens d'y penser, parce que ça, c'est vraiment un de mes films préférés all time aussi, que je t'invite à regarder, mais il faut être en forme. Mais c'est La Chasse de Thomas Vinterberg. C'est un film danois, avec Mads Mikkelsen dedans, qui est extraordinaire, sur la chute d'un homme accusé d'attouchement par une petite fille qui en fait est amoureuse de lui, et tu le sais dès le début que c'est faux. Et tu le vois chuter. C'est terrible. Et c'est sublime à la fois. La Chasse. C'est marrant que ma question sur l'humour t'ait fait penser à ce film-là. Oups. Mais en fait, je pensais pendant qu'on en parlait, mais je suis ouf parce que toi, en fait, c'est une série en fait que tu sors en ce moment, l'Hôtel Hilbert, finalement. Mais on n'a pas tant parlé de série. C'est vrai. Parce que là, tu as parlé des petites comédies qui t'ont fait rire, mais il y a des séries qui t'ont marqué comme ça, qui t'ont inspiré aussi. Bien sûr. Alors, il y a The Handmaid's Tale, évidemment, que j'adore, La Servante écarlate en français. Ma copine, elle adore. C'est vrai. Ça l'a traumatisée. Ah, c'est traumatisant.
Mais tu vois, je crois que c'est bizarre. Hein. Tout ce que je te dis à chaque fois, c'est soit c'est horriblement beau, c'est traumatisant. J'adore, j'ai mal au ventre. Je sais pas, on n'en parle plus, on vomit en sortant. Bref. Mais peut-être que dans le même style très froid aussi, il y a Severance. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, c'est récent ça. C'est exactement, qui est incroyable. Une mini-série sur Netflix qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est Unorthodox. Il y a genre 5 ou 6 épisodes. Incroyable. Et puis après, quand j'étais plus jeune, forcément, je suis passée par les Lost, les Heroes, tout ça. Exactement. Qui sont trop, trop bien aussi. Enfin, c'est génial. Une série, c'est fou quand même. C'est incroyable. Et c'est pas vraiment... C'est vrai que en fait, c'est pas vraiment la même manière de réfléchir qu'un film. Donc toi, tu t'inspires peut-être plus des séries que des films pour créer l'Hôtel Hilbert. Pour l'Hôtel Hilbert, ouais, c'est sûr. Ouais. Toi, c'est quoi tes séries préf? Moi, après, je suis un homme simple, mais Peaky Blinders. Trop stylé. Parce que l'univers, vois, en fait, pour moi, c'est tellement une série complète. Bien sûr. De Cillian Murphy. Ouais, voilà, le développement des personnages. Ouais. Tu vois, en vrai, moi, il y a un truc, genre, je sais pas, j'ai l'impression que personne n'en parle, mais au début, c'est des trop beaux plans dans la saison 1. Genre, chaque plan, c'est réfléchi comme une peinture, limite. C'est vrai. Et au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure que lui, il pète un câble, c'est filmé de plus en plus de manière... Ça suit vachement son point de vue. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de plus en plus instable, de moins en moins beau. Parce que lui, son esprit est en train de péter un câble. Très bonne reco. Merci. Mais justement, on parle de reco. Là, on arrive à la fin de l'épisode. Ok. Avant de conclure, toi, tu as vu 1 milliard de films. Donc, c'est d'autant plus difficile pour toi d'accéder à cette dernière partie de l'épisode qui est le top 5. Donc j'aimerais un top 5. Ça peut être tes films préférés, ça peut être 5 films que tu recommandes, que tu as envie que les gens voient et qui en diront aussi sur qui tu es. Et écoute, je repars sur Elephant Man de David Lynch parce que ça pour moi c'est un classique obligatoire à regarder. Il faut avoir vu ça. Je pense que si le monde entier avait vu Elephant Man... Sincèrement, on se porterait tous un peu mieux, on serait un peu plus empathique. C'est plus accessible que de Highway on the Road Oui. Ouais. Surtout, c'est une vraie histoire, quoi. C'est fou, c'est cet homme défiguré par cette excroissance sur le front. Il a vraiment existé. Et on en fait une sorte de bête de foire. Et voilà, et lui, il dit non, je ne suis pas un animal, je suis un humain. Et tu as toutes ces expériences. Enfin bref, c'est en noir et blanc, mais c'est magnifique, vraiment. C'est très grand. David Lynch. Le voir, ça aide aussi peut-être à comprendre des clips que tu as fait. Je sais pas trop si c'est plutôt... Parce que là, comme il est en noir et blanc, moi, les esthétismes aussi de David Lynch que j'aime beaucoup, c'est plus aussi beaucoup sur les Twin Peaks, tout ça, les rouges très rouges, les bleus très bleus. Mais donc celui-ci, pas sûr. Mais pour le côté humain du film, vraiment, pour moi, il faut voir ce film absolument. Adolescente, j'avais pris une sacrée claque en regardant un film qui s'appelle We Need to Talk About Kevin, fait par une réalisatrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Lynn Ramsey, avec Tilda Swinton dedans, que j'adore, qui est une de mes actrices préférées, et qui est sur un adolescent dans un lycée un peu à la Elephant de Gus Van Sant, je ne sais pas si tu l'as vu, qui fait le massacre dans le lycée. Un truc un peu, c'est un adolescent un peu compliqué, quoi. Okay. Mais pareil, c'est extrêmement bien filmé et il y a Tilda Swinton dedans, donc pour moi... Ça t'avait marqué déjà à l'époque? Ouais. C'est pas un truc que t'as revu Non, c'était vraiment... ça, c'est un des films où tu sors et tu sais pas quoi dire. C'est fou. C'est vraiment fou. Je pense, allez, on va sortir un petit classique français, mais un Jules et Jim, quand même, pour Jeanne Moreau et pour la chanson qu'il y a dedans, Le tourbillon de la vie, qui est quand même sublime. Donc, voilà. Mais franchement, c'est trop dur comme question parce que... Toi, tu voulais faire le top 20. Ouais, c'est ça. Franchement, parce que pareil, voilà, il y a même des choses beaucoup plus récentes, des Christopher Nolan, qui sont des classiques, qui sont fous, mais en même temps, voilà, tous les films dont on parlait aussi de Bong Joon-ho, de Parasite, tout ça aussi, le cinéma asiatique, toi, coréen. Ça te parle, le cinéma coréen, le cinéma japonais? Vraiment, ouais, ils sont très très forts, hein, vraiment. Il y a toujours ce côté un peu très froid, de rigueur, etc. aussi, qui accentue bien les émotions dans les films. Je trouve ça assez fou. Il y a une exigence aussi sur la photographie qui est très belle en général. Mais franchement,
C'est trop dur comme question. En plus, je sais qu'en sortant, je vais me dire « Oh, j'aurais dû dire ça !» C'est fou que j'y ai pas pensé. Mais ah oui, non, un des films recommandés par ma maman, ça sera la reco de ma maman. La reco Après, si tu veux, on peut faire un top 5 plus la reco de la maman de Mathilde. C'est ça. Mais qui est rentré du coup dans mon top 5, je pense peut-être, c'est Mystic River. Ah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Incroyable. Voilà. Mal au ventre, ce film. Vraiment, sublime. Ouais. Et c'est fou. Et à peu près de la même époque, il y a aussi Midnight Express. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais. Incroyable. Voilà, c'est le cinéma un peu des années 70, là. Trop fort, trop stylé. Incroyable. Voilà, mic drop. Ça fait aucun regret. Je peux t'en donner aucun regret. Franchement, vive le cinéma, vive les films et merci à ce 7e art qui nous fait vivre tout ce qu'on ne vivra pas et on le vit par procuration et ces sentiments-là, ils sont nouveaux et on a de la chance d'être vivant en même temps que cet art-là parce que tous ceux d'avant n'ont pas eu accès, donc regardez des films. Oh, putain, ça, c'était une belle manière de conclure ça. Ça, c'était une belle manière de conclure cette heure de podcast qui finalement est une ode au cinéma, une lettre d'amour au cinéma. Complètement. Eh bien, on arrive sur la fin de l'épisode, Mathilda. J'espère que tu as passé un bon moment. Excellent moment. Merci de m'avoir laissé te tunneliser sur tous mes films préférés. Franchement, j'ai vécu des tunnels, c'était pas ça. C'est vrai. Bon, bah tant mieux. C'était trop bien. Si avant de finir, on peut parler un peu de toi, de tes actualités. Ok. Donc, toute l'année, il y a des sorties sur l'Hôtel Hilbert. Exactement. Donc, la série, je sais pas s'il y a un point de chute. Ouais, le chapitre 2. Du coup. Le chapitre 2 qui arrive bientôt. Là, récemment, il y a eu la sortie d'un clip. Les filles d'avril. Les filles d'avril, qui en plus, je vois, ils tournent pas mal. Je sais pas. Il est plutôt bien relayé, j'ai l'impression. Ok, bah trop bien. Enfin, moi, je l'ai vu. Ok, bon, bah tant mieux. J'aurais connu, j'aurais vu le clip, même si je te connaissais pas. Ok, c'est vrai. Oui. Ah bah génial, bravo les filles. Voilà. Tu deviens une star, tu t'en rends même pas compte. Non. De toute façon, pour l'essentiel, tu peux lever ton petit doigt, regarder la caméra, on va afficher ton Instagram. thisisfrom.mathilda, là où il y a toutes tes actualités. Franchement, tu communiques pas mal. Donc... merci. Ah, c'est un sujet touchy avec la prod. Non, t'inquiète. Non, mais voilà, en tout cas, s'il y a des actus, c'est là qu'il faut te suivre. Ok. Moi, j'aime bien suivre ton compte Instagram parce qu'il y a une DA. C'est gentil. Ah bah merci. Écoute, on essaie de... Bah oui, ça suit l'Hôtel Hilbert, évidemment. Tout est travaillé. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Tout pareil, merci beaucoup pour ton attention. Quant à nous, les petits ponts entre les artistes, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et j'ai un petit rituel à la fin du podcast. Je vais dire 1, 2, 3. Tu regardes la caméra et tu dis bisous. Ok. Tu le dis comme tu veux. Tu peux l'allonger, tu peux le chanter, tu peux le faire comme tu veux. Ok. Allez, 1, 2, 3. Bisous.